Peut-être qu'on pourrait simplement d'abord souhaiter la bienvenue à tout le monde, ceux qui sont en ligne, en Zoom, pas seulement de la Saskatchewan, mais de l'Ontario, du Québec et d'ailleurs. Ça fait plaisir de vous accueillir à la première conférence ACFAS de l'année 22-23. Et puis, je vais juste vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Donc, c'est Jérémy Talbot-Paquette, est un étudiant, il a même donné son âge de 24 ans, né dans la ville de Québec. Il a étudié au Cégep de Sainte-Foy en sciences de la nature, a fait son baccalauréat en génie physique à l'Université Laval. Et ensuite, pour sa maîtrise, il a déménagé à Kingston pour étudier dans le domaine de la fusion nucléaire, la raison pour laquelle il a commencé à étudier la physique. Et pendant l'été 2022, il a eu la chance de travailler avec un tokamak en Saskatchewan sous la direction de Dr. Coudel et je pense à un autre collègue aussi. En tout cas, Dr. voilà. Shao, Dr. PI du tokamak. Merci. Je me souvenais plus de son nom. Mais en tout cas, donc, nous sommes tout à fait ravis de pouvoir voir quelles ont été les découvertes de Jérémy au cours de son stage d'été. Alors, on te laisse la parole, Jérémy. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Comme vous savez peut-être, la fusion nucléaire, c'est la réaction qui alimente les étoiles. Puis le but de la recherche sur la fusion nucléaire, c'est d'être capable de reproduire le même processus sur Terre d'une manière efficace. Si on est capable d'y arriver, la fusion aurait le potentiel d'être une nouvelle source d'énergie qui serait verte. Ça pourrait remplacer les sources d'énergie non renouvelables comme le charbon ou les gaz fossiles et même débloquer un réservoir d'énergie qu'on n'a pas encore exploité jusqu'à maintenant qui pourrait nous soutenir pendant plusieurs millions d'années. Ma présentation va porter sur la recherche de la fusion nucléaire. Cet été, comme Mme Lace l'a dit, j'ai pu travailler avec le STORM, ce qui est le seul tokamak actif au Canada, le laboratoire de physique des plasmas à Saskatchewan, à Saskatoon. Donc, avant de commencer, j'aimerais remercier l'ACFAS de m'avoir soutenu dans ce projet-là. Pour commencer, j'aimerais parler un peu des principales sources d'énergie. Je change. Je voulais parler des principales sources d'énergie qu'on utilise en ce moment. Donc, ici, j'ai un graphique qui montre l'importance des principales sources d'énergie lors des dernières décennies. Donc, on peut voir que le charbon, le pétrole et le gaz naturel représentent encore la majorité des dépenses en énergie et que la demande est toujours grandissante. Donc, puisque c'est des énergies non renouvelables aussi, on sait que les réserves vont se faire de plus en plus rares dans les prochaines années. C'est pour cette raison-là que je crois que la fusion nucléaire, la recherche de la fusion nucléaire est très pertinente, surtout dans un contexte où on fait face à une crise climatique, puis on va de plus en plus vouloir favoriser les énergies vertes. Donc, la fusion serait un bon candidat pour remplacer ces sources d'énergie, puis pour être une nouvelle source d'énergie. Les graphiques ici proposent une estimation des prochaines sources d'énergie qu'on pourrait exploiter. On peut voir que la capture par le CO2, l'hydro et le nucléaire aurait une part très importante dans le futur. Ça, c'est une estimation faite par l'Institut Max Planck, qui est en Allemagne, qui est un des plus gros laboratoires qui fait de la recherche sur la fusion. Donc, pour la fusion, le carburant principal serait le deutérium et le tritium. Puis le deutérium, on retrouve en abondance dans les océans. Donc, en plus, la réaction libère beaucoup d'énergie. Donc, on aurait ces deux choses-là contribuent au fait qu'on va avoir, si on est capable de rendre la réaction efficace, on aurait une réserve d'énergie qui nous durerait très longtemps. Donc, ici, j'ai fait juste un petit calcul pour comparer la fusion à une réaction à laquelle on est plus familier. Donc, j'ai choisi la combustion de l'octane. Donc, j'ai mis les deux réactions ici en bas. Si on brûle une molécule d'octane, ça va libérer 56,7 électronvolts. Les électronvolts, c'est une unité d'énergie. Puis, une réaction de deutérium-tritium va libérer, si on brûle un deutérium et un noyau de tritium qu'on fusionne ensemble pour faire de l'hélium, ça va libérer 17 millions d'électronvolts. Donc, c'est 300 000 fois plus que la combustion de l'octane. Évidemment, là, on fait juste brûler une molécule d'octane, puis on fusionne un seul noyau. Donc, un électronvolt, c'est pas beaucoup d'énergie. Sauf que pour mettre les choses en perspective, j'ai comme imaginé un peu
qu'on pouvait considérer une automobile moyenne qui roulerait pendant 10 000 km en une année. Fait que pour ça, ça va brûler 500 kg de carburant. Donc, 500 kg de carburant pour la réaction de l'octane, c'est l'équivalent de 24 gigajoules. Puis ça va aussi produire 1,5 tonnes de CO2. Donc, par comparaison avec la fusion, pour générer 24 gigajoules, on aurait seulement besoin de 71 mg de carburant, ce qui est vraiment plus petit que le 500 kg qu'on avait. Donc, pour comparer, c'est l'équivalent du poids d'un ours polaire pour la combustion de l'octane versus 3 grains de riz, qui fait à peu près 70 mg. Donc, on aurait besoin de 7 millions de fois moins de carburant. Pour visualiser aussi encore, c'est comme si on marchait 1 mètre versus marcher l'entièreté de la transcanadienne, qui est environ 7 millions de mètres. Donc, tout ça, c'est juste pour dire à quel point la réaction libère beaucoup d'énergie par rapport à des sources d'énergie qu'on est plus habitué. C'est ça que je veux dire par densité énergétique, c'est que la réaction va libérer beaucoup d'énergie, mais on ne nécessite même pas beaucoup de carburant pour y arriver. En plus de ça, un des composants de la réaction, donc, on avait le deutérium et le tritium. Le deutérium se retrouve en abondance dans les océans. Donc, environ 0,1% de tous les atomes d'hydrogène vont être du deutérium. C'est sûr que 0,1%, c'est pas beaucoup, mais si on regarde toute la quantité d'atomes d'hydrogène qu'il y a dans l'océan, ben ça fait une très grande quantité de carburant. Puis selon le site d'Émiter, qui est un grand projet international pour la fusion, ça serait assez pour nous soutenir pendant des millions d'années. Aussi, la réaction, comme j'ai mis plus tôt, génère un neutron et un atome d'hélium. Ces deux-là ne sont pas radioactifs. Donc, ça ne génère pas de déchets ou de déchets radioactifs ou de gaz à effet de serre, contrairement à la combustion de l'octane, ce qui en ferait aussi une énergie verte. Puis, contrairement à la fission nucléaire, qui est présentement une énergie qu'on exploite en ce moment, il n'y aurait pas de danger de catastrophe, parce que la fusion, ce n'est pas une réaction en chaîne comme la fission. Une comparaison que mon superviseur m'a suggérée, c'est celle-là d'une fournaise. Je trouve que c'était quand même très bien, parce que dans une fournaise, c'est comme on contrôle la quantité de carburant qu'on injecte. Puis si on arrête de fournir ou de mettre du bois dans la fournaise, la réaction va juste mourir d'elle-même. Puis en plus, dans la fusion, c'est très compliqué d'avoir un plasma qui a toutes les bonnes conditions pour permettre d'avoir un plasma assez stable pour permettre la fusion. Donc, il y a plein d'autres phénomènes qui travaillent contre nous, que je vais parler un peu plus tard. Ouais, c'est ça. Par contre, le tritium, l'autre élément, le composant principal de la réaction, on ne le retrouve pas à l'état naturel. Cependant, au Canada, on a la chance d'être un grand producteur de tritium, donc qui est principalement issu du recyclage des sous-produits de la fission nucléaire. Donc ici, j'ai inclus la photo de la centrale nucléaire d'Arlington, qui est une centrale qui fait de la fission. Puis, le tritium est juste un sous-produit ou un peu un déchet, si on veut, du processus de la fission nucléaire. Ils sont capables d'en recycler environ 2,5 kg par année à cette centrale-là. Si on suit la comparaison précédente, c'est 2,5 kg de tritium, c'est assez pour alimenter 60 000 automobiles. Donc, puis souvent, je vais comparer un peu la fusion à la fission, juste parce que c'est deux énergies qui retirent la même source, qui viennent un peu de la même source, donc qui viennent des liaisons atomiques, mais c'est important de les différencier. Puis mon but aussi, c'est pas de peindre la fission comme, on pourrait dire, mettons, une mauvaise énergie. C'est une technologie qui a beaucoup évolué et qui reste quand même beaucoup plus désirable que les autres énergies fossiles. Puis si on regarde la centrale d'Arlington, on peut même les considérer complémentaires, vu qu'elle aide aussi à fournir du carburant pour la fusion. Un autre désavantage de la fusion, c'est que c'est très difficile de rendre la réaction efficace. Puis pour avoir une source d'énergie, il faut que ça soit efficace. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut fournir de l'énergie au noyau pour qu'il fusionne. Mais présentement, on met plus d'énergie à essayer de rapprocher le noyau pour faire de la fusion que ce qu'on est capable de retirer de la fusion. Donc, il y a déjà eu beaucoup d'argent qui est investi dans le domaine de la recherche sur la fusion. Puis, même à ce moment-là, c'est toujours en stade de recherche.
Donc, là, je parlais toujours de la réaction de deutérium-tritium, mais pourquoi pas une autre réaction? Parce qu'on peut faire des réactions de fusion avec d'autres éléments tant que ça respecte les lois de conservation. Puis, comme j'ai dit, le tout, c'est de rendre, le principal défi, c'est de rendre la réaction efficace. Donc, pour rendre la réaction efficace, il faut utiliser une réaction qui est le plus facile à faire. Donc, ici, j'ai mis le graphique de la section efficace, qui est un peu comme la probabilité ou la facilité qu'on aurait à ce que la réaction de fusion se produise. Puis, mettons, pour le projet délitaire, on va se situer autour d'une température de 150 millions de degrés Kelvin. Donc, à cette température-là, c'est la réaction que la section efficace la plus élevée. Puis, comparément à l'autre réaction de deutérium-deutérium, l'échelle est logarithmique ici. C'est presque 100 fois plus probable d'arriver. C'est sûr que là, la réaction de deutérium-deutérium n'a pas de tritium, donc ça serait idéal de l'utiliser parce qu'on aurait juste le carburant, on pourrait juste l'extraire des océans. Mais puisqu'on n'est pas capable de rendre la réaction efficace, ben, on choisit la réaction de deutérium-tritium. Donc, le choix de la réaction dépend de la probabilité de la réaction, puis aussi, on peut considérer l'accessibilité du carburant. Puis souvent, quand on parle dans le domaine de la fusion, on va toujours vouloir avoir des températures de plus en plus grandes. Puis ça, c'est parce qu'on se situe dans la région entre 0 et 150 millions de degrés Kelvin. Puis la probabilité ou la facilité à faire la réaction augmente dans cette région-là. Donc, plus on augmente en température, plus ça va être facile de faire la réaction de fusion. C'est pour ça qu'on veut tout le temps chercher à atteindre des températures plus grandes. Puis, je voulais aussi parler un peu, laisser une note sur la température, parce que pour un physicien, la température, c'est surtout une mesure de l'énergie cinétique des particules. Puis, dans notre cas, on va parler des particules qui forment le plasma. Puis à chaque fois qu'on entend parler, mettons, de température vraiment grande, on perd un peu le... C'est un peu dur de se fier des millions de degrés Kelvin ou de degrés Celsius. On n'est pas vraiment habitué à ça, mais il faut vraiment se rappeler que c'est vraiment une mesure de l'énergie des particules. Donc, à cette échelle-là, c'est sûr que des degrés, ça ne veut plus dire grand-chose, mais les physiciens aiment mieux parler en termes d'énergie. Donc, on va plutôt parler en termes d'électronvolts, qui est une unité qui est pratique à ces échelles-là. Donc, à chaque fois que vous entendez parler d'électronvolts, ben, température, vous pouvez faire le lien. Température, c'est un équivalent de l'énergie des particules. Ici, je vais vous faire un petit calcul sur la quantité d'énergie libérée par la réaction de deutérium-tritium, parce que c'est basé sur la formule E égale mc carré. Ben, c'est probablement la formule la plus connue, mais pas tout le monde l'utilise. Donc, je trouve que c'est un bon exemple pour utiliser la formule. Donc, pour y arriver, il faut faire un bilan énergétique. Puis la formule d'Einstein nous dit que l'énergie contenue dans les liaisons atomiques est reliée à la masse. Donc, si on a une perte d'énergie dans le noyau, ça va entraîner aussi une perte de masse. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, dans la réaction de deutérium-tritium, comparer la masse des composants puis la masse des produits de la réaction. Donc, en entrée, la masse du deutérium et la masse du tritium, au total, c'est 8,35 fois 10 à la moins 27 kg, ce qui est très petit. Puis en sortie, la masse d'un noyau d'hélium et d'un neutron, c'est 8,32 fois 10 à la moins 27 kg. Fait qu'on a tout de même une petite différence de 3 fois 10 à la moins 19 kg. Puis si on multiplie ça par la vitesse de la lumière au carré, on aurait une différence d'énergie entre les composants d'entrée et les composants de sortie de 2,8 fois 10 à la moins 12 joules ou 17,6 millions d'électronvolts. Donc, c'est le chiffre qu'on avait tantôt pour la réaction. Puis, cette énergie-là, vu qu'on a moins d'énergie à la sortie, la conservation d'énergie tient toujours. Donc, l'énergie qui est manquante à la sortie va être contenue sous forme d'énergie cinétique, donc qui est portée par l'hélium et le noyau d'hélium et le neutron, mais principalement par le neutron. Ce qui détermine si la fission ou la fusion va libérer de l'énergie, c'est aussi l'énergie de liaison atomique des noyaux. Donc, sur le graphique, plus l'énergie est élevée,
plus ça va prendre d'énergie pour séparer le noyau. Donc, l'élément qui est comme au sommet, c'est le fer. Ça veut dire que si on veut séparer le fer pour, mettons, en fer d'hydrogène, il va falloir fournir de l'énergie au noyau de fer. Mais à l'inverse, si on veut fusionner des noyaux d'hélium, puis se rendre vers le haut de ce côté-là de la courbe, la réaction de la fusion va libérer de l'énergie. Pour la fission, c'est l'inverse. Si on veut fusionner le fer pour en faire des noyaux plus lourds, il va falloir donner de l'énergie. Donc, si on veut séparer un noyau plus lourd pour se rendre vers le fer, ben la séparation va libérer de l'énergie, puis c'est ça la fission nucléaire. Donc, c'est pour ça qu'en fusion, on va se tenir de ce côté-là avec des éléments comme l'hydrogène, l'hélium, deutérium, tritium. Puis la fission nucléaire va plutôt travailler avec des noyaux lourds. Donc, ici, je voulais présenter un peu le processus de la fission pour montrer les différences par rapport à la fusion. Donc, comme montré la courbe précédente, on a un noyau lourd à l'entrée, puis on va le bombarder d'un neutron, ce qui va le rendre instable, puis il va se séparer. La séparation de ça va libérer de l'énergie. Donc, l'exemple que j'ai choisi, c'est la réaction de l'uranium. Donc, on a l'uranium 235 qu'on bombarde de neutrons, qui va se séparer en un noyau de barium, un noyau de krypton. Cette réaction-là va aussi libérer 3 neutrons qui vont porter 177 mégaélectronvolts d'énergie cinétique. Puis, chacun de ces neutrons-là vont entrer en collision avec un autre noyau d'uranium. Donc, c'est ça un peu le principe de la réaction en chaîne. Donc, si tu ne le contrôles pas, ça va devenir exponentiel assez vite, puis on va juste libérer une très grande quantité d'énergie, ce qui pourrait causer une catastrophe nucléaire. Par contre, avec la fusion, on n'a pas la réaction en chaîne. Donc, ce processus-là ne peut pas arriver, puisqu'on contrôle la quantité de carburant qu'on injecte dans le système. C'est vraiment 2 processus différents. Puis on utilise aussi des processus différents pour extraire l'énergie. La raison pour laquelle c'est aussi difficile d'arriver à faire de la fusion, c'est la barrière de Coulomb. Donc, les noyaux atomiques sont composés de protons et de neutrons, puis leur charge totale va être positive. Puisque c'est des charges de même signe, les noyaux vont se repousser à cause de la force électrostatique. Puis c'est ce qu'on appelle la barrière de Coulomb. Donc ici, sur le graphique, ça montre l'énergie potentielle que verrait un noyau à mesure qu'il s'approche d'un autre noyau. Si on part de loin, vu qu'ils sont très loin, il n'y a pas une grande force, donc il ne va pas avoir un grand potentiel. Plus il va s'approcher, plus il va voir que plus il va ressentir la répulsion électrostatique vu que c'est des charges à même signe. Puis il faut être capable de surpasser la barrière de Coulomb pour pouvoir les approcher à des distances qui vont permettre la fusion dans cette région-là. Puis pour être capable de passer cette barrière-là, il faut fournir de l'énergie au noyau. Puis pour l'instant, tous les appareils de fusion mettent plus d'énergie à passer la barrière que ce qu'on retire au total de la réaction nucléaire. C'est pour ça que c'est si dur de rendre la réaction efficace. Mais la fusion nucléaire, c'est le processus qui permet de carburer les étoiles. Puis pourquoi les étoiles, elles, sont capables d'en faire, mais pas nous, assez facilement? Ça, c'est parce que les étoiles sont très massées, puis le Soleil, une étoile comme le Soleil, va être aidée par la force gravitationnelle. Ça va exercer une très grande pression dans le cœur de l'étoile. Ça va aider les particules à avoir assez d'énergie pour surpasser la barrière de Coulomb. Donc, nous, on n'a pas cette pression-là qui va nous aider. Et on doit trouver des solutions pour donner l'énergie au noyau pour arriver à faire la fusion. Donc, une de ces approches-là, c'est la fusion par confinement inertiel. Le principal laboratoire de cette technologie-là, c'est le NIF en Californie. Puis, ils vont utiliser des capsules de deutérium tritium, ici la petite sphère. C'est environ 2000 mètres de diamètre. Puis, ils vont mettre la capsule de carburant à l'intérieur d'un hohlraum, qui est un contenant en or. Ensuite, ils vont utiliser 192 lasers à très haute puissance qui vont focaliser à l'intérieur du hohlraum.
ce qui va chauffer comme toute la cavité. Ça va donner assez d'énergie aux particules dans la capsule de carburant pour pouvoir passer la barrière de Coulomb et faire la fusion. Par contre, ce processus-là n'est pas efficace parce que on met plus d'énergie, on met plus de courant dans les lasers que qu'est-ce qu'on retire de la réaction de fusion. Donc, une autre méthode qu'on peut utiliser, c'est la fusion par confinement magnétique. Les appareils qui font ce genre de fusion-là, ça va être les tokamaks sphériques et les stellarators. Puis le principe du tokamak, c'est d'avoir une chambre à vide en forme de tore, un beignet, dans lequel on va injecter notre plasma de deutérium tritium. Puis avec les aimants, on va pouvoir, ici, ça c'est un tokamak, puis les aimants, c'est ici la partie en rouge en forme de dé. Ça va faire, on va générer un champ magnétique très élevé dans la chambre à vide, ce qui va confiner le plasma. Le plasma va prendre la forme d'un tore. Puis lorsqu'il est confiné, avec le champ magnétique, on va pouvoir le chauffer de différentes manières, comme on peut injecter un courant toroïdal, donc dans le sens du bain. On peut envoyer des micro-ondes pour le chauffer, ou on peut injecter un faisceau de particules qui va comme réchauffer un peu qui va réchauffer le plasma par collision. Puis un coup que l'énergie du deutérium tritium est assez élevée pour surpasser la barrière de Coulomb, là, ça va permettre la fusion. Donc là, on a la réaction de fusion de deutérium tritium, puis la majorité de l'énergie est emportée sous forme d'énergie kinétique par le neutron. Le neutron, lui, est neutre, donc il n'est pas affecté par le champ magnétique. Puis le neutron va juste finir par frapper le mur, ce qui va créer de la chaleur. Puis là, à partir de ce moment-là, on peut récolter la chaleur pour faire chauffer une turbine et générer du courant. Sinon, il y avait aussi le noyau de l'hélium qui emportait avec lui aussi une partie de l'énergie cinétique, mais lui va rester confiné parce que ça reste qu'une charge électrique, donc il va rester dans le plasma. Puis, par collision, cette énergie-là va être redistribuée dans le plasma quand il va entrer en collision avec d'autres particules, ce qui va aider à maintenir une température élevée dans le tokamak. Donc, encore une fois, ce processus-là, ce n'est pas un processus qui est présentement efficace parce qu'on doit injecter des grands courants pour réussir à faire des champs magnétiques dans le tokamak. Puis on retire moins d'énergie que ce qu'on met dans les aimants. Donc, la figure ici que j'ai mise, c'est le tokamak d'ITER, qui est le projet international que je parlais plus tôt. Puis ça va être le plus grand tokamak qui n'aura jamais été construit. Donc, le premier plasma est prévu pour 2025. En ce moment, il est encore en construction. Son opération pour le deutérium tritium est prévue pour 2035. Donc, c'est ça. Fait, le but d'ITER, c'est d'essayer de prouver si c'est possible d'arriver à faire de la fusion efficacement. Puis pour ça, il utilise tout le savoir qu'on a sur les tokamaks, puis aussi toutes les meilleures technologies. Une de ces technologies-là, c'est les aimants supraconducteurs. Donc, pour arriver à faire des champs magnétiques, on peut avoir un aimant qui est supraconducteur, ce qui veut dire qu'on peut mettre que la résistance à l'intérieur du conducteur est presque nulle, ce qui va permettre d'avoir des courants très élevés, qui va générer des courants magnétiques très élevés. Donc, plus le champ magnétique est grand, meilleur sera le confinement. Donc, on a intérêt à vouloir des champs magnétiques qui sont très grands. Par contre, pour avoir un matériau supraconducteur, il faut des températures très froides, donc dans les moins 200 degrés Celsius. Pour refroidir les aimants, on peut utiliser, en fait, ITER utilise de l'azote liquide, puis il va même utiliser de l'hélium liquide qui est à 4 degrés Kelvin, qui est très proche du degré absolu. Donc, avoir un tokamak puis un projet de cette ampleur-là, ça a aussi plein d'autres considérations d'ingénierie qui viennent avec. Donc, le défi des tokamaks, en plus de la difficulté à surpasser la barrière de Coulomb, il y a des phénomènes qui vont nuire au confinement du plasma. Donc, premièrement, il y a des forces électromagnétiques qui vont vouloir séparer les charges positives et négatives. Donc, dépendamment du champ, de l'orientation du courant ou du champ magnétique, les charges négatives iraient, mettons, vers le haut, puis les charges positives iraient vers le bas, ou vice-versa. Puis il y a aussi un autre effet de dérive. Donc, les charges vont juste vouloir se séparer au lieu de rester confinées. Il y a aussi un autre effet de dérive qui est causé par
la non-uniformité du champ magnétique. Donc, plus qu'on a comme un beigne, les éléments ici sont beaucoup plus concentrés dans le centre qu'ils sont à l'extérieur. Donc, le champ magnétique va être beaucoup plus fort, proche du centre que vers l'extérieur. Ce qui va faire que le confinement va être meilleur vers l'intérieur, mais moins fort vers l'extérieur, puis les particules vont vouloir dériver vers l'extérieur. Cependant, on peut atténuer cet effet-là en introduisant un deuxième champ magnétique. Donc, on a le premier champ magnétique qui est toroïdal dans le sens du beigne, dans cet axe-là. Puis, on peut avoir un deuxième champ magnétique qui fait la petite circonférence du beigne, ce qu'on va appeler le champ poloïdal à la place. Donc, qui est comme la flèche verte qui entoure le beigne. Pour créer ce champ magnétique-là, on peut introduire un courant le long du beigne, donc par la flèche verte ici, qui va suivre le champ magnétique toroïdal. Grâce à ça, ça va faire en sorte que le champ magnétique résultant va être principalement le long de l'axe du beigne, mais il va aussi avoir comme une torsade. Donc, le champ magnétique va comme se torsader le long de son axe. Puis ça va faire en sorte que l'effet de la dérive des particules va comme être annulé. Donc, des fois, les particules négatives vont vouloir aller vers le haut, mais vu que le champ magnétique tourne, à un certain point, ils vont vouloir aller vers le bas. Même chose pour les charges positives. Donc, en moyenne, ils vont rester proches du centre, donc ils vont rester quand même confinés. Fait que ça, c'est une manière qu'on a pour régler le problème de séparation des charges. Il peut aussi y avoir des instabilités dans le plasma qui vont pouvoir causer des disruptions puis neuroconfinement, ce qui va juste tuer la réaction. Donc, ça fait qu'on a plusieurs défis dans le tokamak qui font en sorte que ça reste difficile d'essayer de soutenir un plasma stable pour permettre la fusion. Il existe aussi d'autres méthodes. Les deux exemples que je présente ici, c'est des compagnies privées qui ont leur propre design. Donc, le premier, c'est General Fusion, qui est au Canada, en Colombie-Britannique. Puis, ils ont comme un réacteur à piston. Donc, le carburant de deutérium tritium va être au centre, il va être entouré de métal liquide. Puis, tous les pistons autour vont pouvoir comprimer le métal liquide, ce qui va aussi comprimer le carburant. Donc, c'est un peu comme essayer de reproduire la pression gravitationnelle des étoiles, dans ce cas-ci, pour permettre au noyau de deutérium tritium de surpasser la barrière de Coulomb. Ensuite de ça, les particules qui ont l'énergie vont retourner dans le métal liquide, puis c'est par là qu'on va être capable d'extraire l'énergie. L'autre design que je propose, en fait, je propose, mais que je vous présente, eux sont situés dans l'État de Washington, puis ils vont générer 2 plasmas toroïdaux de chaque bord de leur machine, puis ils vont les faire rentrer en collision au centre en les contrôlant avec des champs magnétiques. Puis tous les changements de champs magnétiques dans le centre vont induire des courants dans les bobines qui sont autour de la machine. Donc, l'avantage de ce design-là, c'est que l'énergie va être directement convertie en courant au lieu d'essayer de passer par la chaleur puis d'essayer de faire chauffer une turbine par la suite. Donc, cette compagnie-là, eux autres, vont plutôt miser sur le fait qu'ils ont une meilleure efficacité de conversion en énergie, en électricité. Bon. Donc, maintenant, cet été, je vais présenter le Storen, le tokamak sur lequel j'ai travaillé cet été. Donc, comme j'ai dit, c'est le seul tokamak actif au Canada. Puis, il fait partie du laboratoire de physique des plasmas de l'Université de Saskatchewan. Ils ont travaillé aussi sur des concepts plus avancés pour aider au confinement du plasma, comme la perturbation par résonance magnétique ou l'injection d'un torque compact. Donc, on peut voir la section ici de l'appareil à droite. Le rayon majeur va être de 46 cm, donc la distance du centre jusqu'ici. Puis le rayon mineur va être de 12,5 cm, donc un peu le rayon de la chambre à air ici. De la chambre à vide. Puis en opération conventionnelle, l'appareil est capable de soutenir le plasma de 40 à 70 millisecondes, puis il va être capable d'atteindre un champ magnétique de 1 Tesla. Donc, le Storen est aussi muni de plusieurs outils diagnostiques. Donc, chacun de ces outils-là permettent de mesurer une caractéristique du plasma. Donc, par exemple, on pourrait vouloir mesurer la température des ions, la température des électrons, la position des plasmas.
le rayonnement rayon X, donc pour savoir si il y a la réaction de fusion qui se produit à l'intérieur du plasma. On peut récolter aussi le voltage, le courant, le champ magnétique. On peut aussi vouloir savoir la densité du plasma, les modes hydrodynamiques, puis les instabilités du plasma. Donc moi, je travaillais sur une sonde Langmuir puis la sonde Ball-Pen, qui était située proche de l'interféromètre sur ce port-ci. Donc ces instruments-là vont me permettre de mesurer la densité des électrons puis la température des électrons à la bordure du plasma. Où est-ce qu'ils sont, la température locale à l'endroit où est-ce que la sonde est située. Donc si j'ai mis une photo des deux sondes. Donc la sonde Langmuir, c'est la plus petite sonde ici, la sonde cylindrique. Son diamètre est de 1 mm, sa longueur est de 2 mm. La sonde Ball-Pen ici est beaucoup plus grosse. C'est une sonde qui est rétractable. Donc celle-là, je vais pouvoir la rentrer à l'intérieur un peu comme son bouclier. Ça, ce que ça va faire, c'est que à l'intérieur d'un champ magnétique, les charges vont avoir une trajectoire hélicoïdale. Donc, puisque les électrons sont beaucoup plus légers, la trajectoire va être beaucoup plus serrée. Donc, le rayon de gyration va être beaucoup plus petit. Les ions, vu qu'ils sont plus massifs, vont faire un rayon qui est beaucoup plus grand. Donc, si l'idée derrière la sonde Ball-Pen, c'est que si je vais cacher la sonde à l'intérieur du bouclier, les électrons vont juste frapper le bouclier, mais les ions, vu qu'ils ont un rayon de gyration beaucoup plus grand, vont être capables de passer au travers, de quand même être capables d'être récoltés sur la sonde. Donc, l'idée de la sonde Ball-Pen, c'est un peu d'agir de la même manière qu'une sonde Langmuir, mais de limiter le flux d'électrons qui entre. Donc, si je voulais présenter un peu des mesures expérimentales que j'ai prises cet été. Donc, ici, on a plusieurs choses qui sont importantes sur la courbe. Puis je vais expliquer la manière, en fait, que j'ai trouvé les résultats. Donc, quand on insère la sonde dans le plasma, on va pouvoir appliquer une tension sinusoïdale dessus, qui va varier. Ici, j'ai choisi de moins 75 à moins 80 à 80 volts. Puis, je vais enregistrer le voltage que j'ai sur ma sonde, puis aussi le courant que je récolte qui est dû aux ions puis aux électrons. Donc, quand la sonde va être très négative, je vais vouloir attirer les charges positives, puis je vais vouloir repousser les charges négatives. Donc, je vais récolter surtout les ions positifs, mais j'aurai très peu d'électrons. Donc, cette région-là, où est-ce qu'on a un plateau, où est-ce que je récolte uniquement les ions, on appelle ça le courant de saturation des ions. À l'inverse, si le potentiel de ma sonde est très positif, je vais vouloir repousser les charges positives. Puis je vais attirer seulement les charges négatives. Donc, si je vais attirer surtout les électrons, puis le plateau ici va s'appeler le courant de saturation des électrons. On a aussi deux autres points importants sur la courbe. C'est le point où est-ce que le courant est zéro, ce qu'on appelle le potentiel flottant. Puis aussi le potentiel du plasma, qui est situé un peu comme au genou de la courbe. Donc, si on trace une courbe imaginaire ici, puis on continue celle-là, le point d'intersection serait le potentiel du plasma. Donc, pour ces mesures-là, j'avais inséré la sonde à une distance de 11,5 cm dans la chambre. Puis, j'ai été capable de tracer cette courbe IV-là. Avec le potentiel flottant puis le potentiel du plasma, je peux utiliser des équations de physique des plasmas pour trouver la température des électrons locales proche de la sonde. Donc, moi, j'avais mesuré que le potentiel flottant est de 7,6 volts, puis que le potentiel des plasmas était de 74. Puis ça me donnait une température de 10 électronvolts. Ce que j'ai trouvé qui concordait aussi avec des mesures que j'ai vues dans une autre thèse, à peu près à cette position-là dans la chambre. Donc, il disait aussi que la température des électrons était de 10 électronvolts. Aussi, on peut regarder le courant de saturation des ions. Puis avec la mesure de température,
ça nous permet de déterminer la densité des électrons. Donc, si moi, j'avais trouvé que la densité des électrons était de 5,6 fois 10 à la 15 particules par mètre cube, ce qui fait du sens parce qu'au centre du plasma, on sait qu'on a environ 10 fois 10 à la 19 particules par mètre cube, mais là, on est situé vraiment à l'extérieur du plasma, proche de la bordure. Donc, la densité va être beaucoup moins grande. C'est ça. Puis ici, malheureusement, je ne suis pas encore rendu à cette étape-là dans mon analyse. Donc ici, ça, c'est juste des données de la sonde Langmuir. Sauf que si je limite, si on regarde un peu cette section-là, en fait, de la courbe UV, la courbure ici est due au fait que les électrons commencent à arriver de plus en plus vers la sonde. Donc, cette partie-là de la courbe peut être représentative de la température des électrons. À l'inverse, cette partie-là de la courbe ici, on commence à récolter un peu d'ions. Donc, la courbure ici peut être due à la température des ions. Sauf que dans cet exemple-ci, on n'a pas d'équation qui nous permet de déterminer la température des ions. Ici. On peut seulement ici parce que c'est une tendance qui est exponentielle. Par contre, si j'utilise ma sonde ball pen, je vais limiter le flux d'électrons. Donc, le courant de saturation des électrons va devenir beaucoup plus faible. Puis, je vais avoir une courbe qui va être plus symétrique. Puis là, je vais avoir deux belles tendances exponentielles de chaque côté. Puis, si j'utilisais les données de la sonde ball pen, j'aurais la courbure ici qui me permettrait de trouver la température des électrons, puis la courbure ici qui me permettrait de trouver la température des ions. Mais, malheureusement, je ne suis pas encore rendu dans l'analyse de mes données. Puis, bon. Puis l'analyse est un peu plus compliquée aussi parce que il y avait des problèmes au niveau juste de la sonde elle-même qui, des fois, à court-circuitait avec la mise à la terre. Donc, je pense que j'ai quand même assez des bonnes données pour être capable de le déterminer, mais ça prend plus de temps à analyser. Donc, ici, j'ai mis aussi un exemple des données comme classiques du tokamak qu'on analyse toutes les fois qu'il y a une décharge qui était pour la même décharge que la courbe UV que j'ai présentée. Donc, toutes les données de la courbe UV vont avoir été prises dans la région en bleu entre 22 et 27 millisecondes. Je peux faire l'analyse aussi pour les prochains 5 secondes pour avoir les données de température à cet endroit-là, les données de densité. Puis je pourrais le faire, en fait, tout le long de la courbe où est-ce que le plasma est stable, où est-ce que j'ai des bonnes données. Puis j'aimerais ça tracer aussi comme l'évolution de la température en fonction du temps, selon cette méthode-là. Puis je pourrais comparer aussi avec d'autres outils diagnostiques qui font partie du tokamak. La première figure ici montre le courant du tokamak. Donc la décharge commence à 0. Le courant commence à monter. Puis à 10 millisecondes environ, on atteint comme le plateau où est-ce que le plasma est stable. Donc je prendrai toutes les données dans cette région-là. Le deuxième graphique lui montre la tension de boucle. Puis souvent, la tension de boucle, on s'en sert pour voir s'il y a beaucoup de bruit à l'intérieur, pour voir si on a comme des impuretés ou quelque chose, ou des disruptions. Ici, c'est assez... le bruit me semble assez normal, donc je sais que mon plasma est de bonne qualité. Puis la troisième courbe, c'est la position du plasma. Donc au début, elle monte. Puis après ça, il y a un système de rétroaction qui permet d'ajuster la position pour toujours centrer le plasma à l'intérieur du tokamak. Donc, on voit ici que c'est plus ou moins stable, puis il y a quelques variations parce que c'est le système de rétroaction qui ajuste toujours la position pour s'assurer que le plasma n'entre pas en collision avec le mur, ce qui cause une disruption qui tuerait le plasma. Puis à la fin ici, on voit que le plasma fait juste 7 ans. Donc, j'ai présenté quelques données, mais c'est un peu technique. Sauf que s'il y a une chose que je veux que vous reteniez, c'est les points suivants. Donc, la fusion, ce n'est pas une réaction qui va se soutenir elle-même, contrairement à la fission.
Donc, on met beaucoup d'efforts pour arriver à stabiliser le plasma et éviter les instabilités. Maintenant, c'est peut-être un peu plus clair de repenser à l'exemple de la fournaise. Dans la fusion, on contrôle la quantité de carburant qu'on injecte, la quantité de deutérium tritium. Si on arrête de fournir, le plasma va juste s'éteindre, comme on a ici. Ça va juste, la réaction va juste arrêter. Donc, ça ne va pas, contrairement à la fission, augmenter et libérer de l'énergie exponentiellement, ce qui pourrait être dangereux. La fusion, c'est vraiment une réaction qui est sécuritaire. Sinon, j'en ai parlé beaucoup aussi. Le principal défi de la fusion, c'est de rendre la réaction efficace, c'est-à-dire de retirer plus d'énergie qu'on en injecte. Donc, pour toutes les méthodes, il fallait surpasser la barrière de Coulomb, puis il fallait fournir assez d'énergie au noyau pour pouvoir la surpasser. Puis c'est ça qui fait, c'est ça qui rend la chose si difficile. C'est parce qu'on n'est pas capable de retirer plus d'énergie de la fusion que ce qu'on injecte aux particules pour surpasser la barrière de Coulomb et avoir un gain d'énergie net. Finalement, la fusion a le potentiel d'être une énergie fiable, sécuritaire, avec une grande abondance de carburant. Donc, la réaction de fusion ne produit pas de gaz à effet de serre, comme la réaction chimique de la combustion de l'hectane qui libérait du CO2, puis il ne libère pas non plus de composés radioactifs comme la fission. Donc, le deutérium, on peut le retrouver en abondance dans les océans, puis on peut recycler le tritium issu de la fission nucléaire, ce qui permettait de soutenir à nos besoins énergétiques pour encore plusieurs millions d'années plusieurs milliers d'années si on réussit à faire de la fusion une réaction qui est efficace. Donc, merci, c'est ce qui conclut ma présentation. J'aimerais encore remercier l'ACFAS de m'avoir soutenu. C'est vraiment une très grande aide dans mes travaux de recherche. Puis, je ne sais pas comment je serais arrivé financièrement sans le soutien financier. Donc, merci beaucoup. J'ai mis mes références ici. Je serais prêt à passer à la période de questions.